Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et nous allons parler de la sexualité du couple. Beaucoup de sexothérapeutes pensent que la sexualité du couple, eh bien, c'est son baromètre de sa bonne santé. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Alors moi, je préfère personnellement dire que c'est l'intimité qui va être révélatrice de la bonne santé du couple. Mais évidemment, ce qui se passe sexuellement entre les deux partenaires indique bien des choses. Et c'est ce dont on va parler avec Bruno Martin, qui est mon invité. Par exemple, on peut choisir un partenaire qui va être en résonance avec notre problématique. Lorsque une femme n'a pas très envie d'avoir des relations sexuelles, elle est attirée, par exemple, par un éjaculateur précoce. Comme ça dure pas longtemps. Elle n'a pas le temps de souffrir, si je puis dire. Alors, au début de la relation, elle ne va pas s'en plaindre, mais si cette femme s'affirme dans sa féminité et dans sa sexualité, alors là, le problème pourra se poser. Et c'est tout ça qu'on va voir avec Bruno Martin. Donc, je vous propose qu'on analyse les symptômes sexuels dans le couple et on verra ce qu'il raconte sur vous, sur votre sexualité. N'hésitez pas en tout cas à témoigner, à nous en parler. Je sais que c'est pas toujours très fréquent, une bonne sexualité harmonieuse dans un couple, donc vous serez peut-être nombreux à appeler. On essaiera de prendre le maximum de personnes à l'antenne. 0826 300 300, c'est notre numéro de téléphone. Bruno Martin, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes psychosomaticien, vous avez écrit notamment L'amour et vous aux éditions Albin Michel avec moi, et puis vous avez aussi créé ce site éjaculation-précoce.net. Il y a bientôt une chaîne YouTube, mais pour l'instant on l'attend. Oui. On en parlera évidemment quand elle sera là. Oui, j'ai pris mon exemple exprès d'éjaculateur précoce et de femmes qui n'a pas très envie de faire l'amour. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Maintenant, dans les proportions, bon, je dirais que c'est pas la majorité des cas. Bien sûr, bien sûr. Mais parce qu'on subit plus l'éjaculation précoce qu'on ne l'a choisi. En règle générale. Et bon, alors quand on en est à ce stade de couple, effectivement, c'est compliqué. Je l'ai vu aussi secondairement, c'est-à-dire après 20 ou 25 années passées avec quelqu'un qui avait ce problème-là ou moins ce problème-là au début et plus à la fin. Ces femmes qui prennent le pouvoir grâce au défaut de l'autre. Oui, bien sûr. Et donc qui amène à des prétextes de séparation, de divorce ou autre. Moi, j'aime bien dire que la sexualité, ça devrait être un jeu, mais c'est malheureusement souvent un enjeu. Et oui, souvent. Et bon, moi, je suis tout à fait d'accord sur l'idée du jeu. Pour moi, c'est un jeu entre deux adultes consentants. Parce que le mot il est important maintenant. Et le fait de l'enjeu, c'est vrai qu'il se joue des tas de choses dans la sexualité, des jeux de pouvoir, hein, tout simplement, bien sûr. De proximité, des reproches, des rancœurs, tout s'exprime. C'est de la communication aussi. Hein. Et d'ailleurs, par exemple, il y a des femmes qui refusent la sexualité par vengeance ou par rancœur, et finalement elles se punissent, elles sont les premières à se punir. Alors évidemment, elles punissent aussi le partenaire, et forcément, petit à petit, le couple va dépérir, parce qu'on sait très bien que... Vous êtes d'accord au fait sur cette idée que c'est un baromètre du couple, la sexualité ? Moi, je pense que c'est un baromètre, oui, un des 3 clignotant majeur du couple. Sentiment, tendresse, sexualité. Voilà, vous avez 3 petits voyants sur le tableau de bord, et si un s'allume en rouge, notre couple dysfonctionne, fatalement. Et... Est-ce qu'on a des couples, je vous demande votre avis, hein, je donnerai peut-être le mien après. Est-ce qu'on a des couples qui ont au départ une sexualité qui fonctionne pas très bien, et puis qui, grâce à l'amour, la communication, la patience, arrivent à une sexualité qui va bien? Oui. On en a, alors soit parce qu'ils découvrent par eux-mêmes des trajectoires inédites et qui sont capables de se parler de choses assez spontanément, en étant clairs, et puis d'autres qui passent par justement la consultation. Qui révèlent des autorisations, des définitions des mondes qui croyaient soit coupables ou interdits ou autres. Et vous avez des gens qui s'épanouissent comme ça secondairement.
Et tant mieux. À condition quand même que les peaux s'harmonisent. Hein, s'il y a quand même cet élément qui malheureusement ne s'améliore pas. Le physique ? Oui, non, je veux dire si on s'entend pas, s'il n'y a pas l'alchimie corporelle. Ça prend pas, je veux dire. Vous êtes d'accord? Oui, il y a un aspect assez primitif de la sexualité qui a du mal à s'expliquer. On a beau essayer de disséquer tout ça, au bout du compte, on sait pas toujours quelle est l'équation exacte qui fait que, dans un certain cas, ça va matcher sans chercher. C'est peut-être notre côté animal. Hein, je pense se renifle. Non, mais tout à fait. Mais c'est très agréable. De se renifler, oui, je suis bien d'accord. Non, mais il y a pas de, l'odeur de l'autre, on la supporte ou on ne la supporte pas. Enfin, je veux dire. L'odeur, le souffle, la texture, enfin tout ce qui est tactile ou purement, primaire. Avec le goût, c'est terriblement important. Bien qu'aujourd'hui, on essaie de masquer tout ça avec les déodos, les crèmes, oui, etc. bien sûr, mais malgré tout, on ne veut plus rien sentir aujourd'hui. Malgré tout, l'odeur, à un moment donné, elle réapparaît. Alors que l'aspect physique n'est pas si important qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui, pourtant, au premier regard, on n'a pas du tout flashé. Oui, il y a des choses qui se passent. Alors que l'odeur, c'est quelque chose de viscéral. Ça, c'est très viscéral, et il y a même si on parle de phéromones, ce sont des hormones dont l'odeur ne se détecte pas consciemment. Vous n'êtes pas conscient de si c'est acre, si c'est acide, si c'est machin. Vous ne savez pas, mais votre cerveau primaire le détecte et sait si c'est compatible ou incompatible avec vous. Oui. Et même chez l'humain. Alors, ça vient peut-être de la question génétique, puisque on sait qu'on est attiré par quelqu'un qui a des gènes complémentaires aux nôtres pour former le meilleur spécimen humain. Absolument. Là, le petit rejeton qui va bien dans l'environnement. Oui, qui s'adaptera bien au monde dans lequel il arrive. Mais on avait fait, d'ailleurs, dans le livre, un petit exemple où c'est une expérience connue. On avait donné à 5 étudiantes d'université les 5 maillots des garçons qui avaient joué le match de basket, et elles devaient les classer de 1 à 5 par ordre de préférence pour aller au lit intuitivement. Et on s'est rendu compte que les gens classés premiers par certaines femmes, c'était les hommes qui, s'ils s'étaient recombinés par la reproduction, auraient donné les rejetons qui possédaient la meilleure immunité pour se défendre dans l'existence. Donc ça a vraiment un caractère super important. Oui, Dame Nature agit beaucoup sur notre sexualité, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Oui. Et d'ailleurs, le phénomène de tomber amoureux, alors c'est vrai que maintenant, il y a le livre de Lucie Vincent qui nous explique ce qui se passe dans le cerveau. Le dernier livre de Boris Cyrulnik aussi est assez explicite sur tout ce qui se passe dans le cerveau. Mais on voit bien que c'est indépendamment de notre raison et de notre volonté. Souvent. Mais c'est passionnant. On peut raisonner et se dire, est-ce que j'épouse vraiment cette personne? Et à ce moment-là, on regarde s'il n'y a pas trop de carton rouge, comme vous dites. Mais on ne raisonne pas de tomber amoureux ou pas. Ça, c'est... Non, moi je pense que dans l'attraction, c'est ce qu'on avait aussi écrit, vous avez 20% de critères conscients et 80% de critères inconscients sur 500 000, 1 million de critères. C'est tellement multiple que vos réflexes internes sont gérés par des éléments qui sont inscrits différemment par la biologie, par la psychologie, par les rencontres que vous avez faites, par les expériences, les émotions, qui vous disent cette personne, elle est plutôt faite pour toi, ou cette personne, elle ne l'est pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait réellement savoir si ça vaut le coup d'épouser cette personne, si le couple est durable ou pas? Ça pourrait. Très bonne question. Et même moi, je vais vous répondre. Je suis persuadé que oui. Mais moi aussi. Mais vraiment. Déjà, en astrologie, ça marche assez bien. Et ça serait. Mais celui qui va lancer cette appli, il va faire fortune. Oui. Et on pourrait même aller plus loin, parce que je l'avais imaginé ça pour un petit scénario. C'est qu'on pourrait aussi
savoir d'une façon assez rapide, en décryptant les caractéristiques de la personne, vous les rentrez dans un petit logiciel, et vous saurez comment vous habiller, quels mots employer, quelle tonalité, quelle posture avoir, où l'inviter. Enfin, multipliez vos chances de séduction auprès de cette personne bien plus fort que en abordant la personne comme ça. Ça, j'en suis persuadé. Il y a des choses qui arriveront dans l'avenir très vite. Certainement. Et d'autres encore. En tout cas, pour l'instant, on va parler de la sexualité de votre couple. Si elle n'est pas très harmonieuse, si vous rencontrez des différents symptômes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Bruno Martin est avec nous, sexothérapeute, et on évoque la sexualité dans le couple avec vous, Amélie. Merci de prendre la parole et de nous raconter où vous en êtes dans votre sexualité. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Moi, je suis vraiment en panne sèche, pour faire un mauvais jeu de mots, et je pense que ça va durer un certain temps. Donc, ça illustre très bien. On n'a pas besoin d'explications. On a tout de suite compris. Voilà. En réalité, j'ai eu une histoire d'amour très très intense qui arrivait tard. J'avais 34 ans et avec quelqu'un que ça a été, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce côté animal, je suis complètement d'accord. Nous, ça a été à 80% les hormones. Enfin, on s'est reconnu, comme dit la chanson, etc. Et dès le début, ça a été formidable, ça a été fantastique. On s'est libérés tous les deux. On avait des tas de préjugés et qui se sont libérés, qui ont sauté comme un bouchon de champagne. Littéralement, ça a été toujours quelque chose de très heureux et de très fluide. Donc une sexualité forte, chouette, oui. Très forte, très chouette, très épanouie, sans aucun tabou. Enfin, on a vécu comme ça très longtemps. Et puis après, on a eu une rupture, on s'est retrouvés, on s'est quittés. Elle a toujours été fantastique. C'est-à-dire que même quand on se battait, après, la relation était toujours extraordinaire au lit. C'était notre façon de nous réconcilier. Donc, j'ai jamais eu aucun problème. Moi, je suis enthousiaste, j'ai jamais de panne, j'ai jamais la migraine. Vous voyez, donc c'était parfait. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, on a eu un enfant ensemble, et après il n'a pas accepté cet enfant. Donc ça a été très compliqué au début, et on a toujours quand même continué nos relations, même en étant fâchés à propos de cet enfant, jusqu'au jour où il commençait à avoir vraiment des problèmes, et en fait il a eu un cancer de la prostate. Et à l'époque préparatoire, pour la première fois, il m'a fait mal. Et j'ai compris qu'il était tellement préoccupé qu'il n'avait pas le temps de penser à moi aussi. Je comprenais. Et ça a été un peu épisodique. Et puis après, on s'est pas vu pendant très longtemps. Et puis on s'est revus une fois et ça n'allait pas. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et en fait, j'étais complètement sèche. Et c'est là que j'ai découvert la sécheresse que je connaissais pas. Et ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait très mal, et je comprenais pas, ça m'était jamais arrivé, il y avait jamais eu de problème de ce côté-là, je comprenais pas. Et après, on s'est plus revus. Et j'ai vu un gynéco, et vous savez, je suis jamais allée prendre les médicaments, j'ai jamais fait le traitement, ça fait au moins 4-5 ans maintenant, je le sais très bien. En fait, c'est comme si je me disais, cette partie-là est morte avec lui, et j'ai pas envie qu'elle revive. Je suis désolée, monsieur Martin, mais je crois que je suis un cas assez classique, il me semble, voilà. Non, mais votre histoire est très intéressante, parce que on voit bien le refus de cet enfant forcément a créé chez vous déjà un refus. Il me semble que chez lui déjà, il a pas cancer accepté, de la prostate en plus. Bon, alors là, qu'est-ce que après sécheresse. Il y a des cas de sécheresse effectivement dus à des causes biologiques, effectivement les hormones et compagnie, la ménopause, mais beaucoup de sécheresses malgré tout sont quand même liées à ce manque de désir. C'est pas parce que je veux et j'accepte mentalement de faire l'amour avec la personne qui me rappelle les bons souvenirs que j'ai une véritable excitation sexuelle ressentie. Beaucoup de gens confondent d'ailleurs j'ai envie, j'accepte avec je ressens. Je suis excité. C'est complètement différent. Bien sûr. Et j'ai beaucoup d'hommes d'ailleurs qui se trompent sur ce sujet-là d'ailleurs aussi. Puis oui, mais moi j'aimerais bien faire l'amour avec ma femme. Oui, j'ai du désir. Et quand je leur explique ce que c'est que l'excitation sexuelle, ils n'ont pas d'excitation sexuelle. Ils ont juste le désir de combler une rencontre exactement. sexuelle. Et comme une femme peut l'avoir. Et ça, c'est ce qui fait ou l'érection chez l'homme
ou c'est ce qui fait la lubrification chez la femme. C'est le ressenti, c'est pas l'envie d'avoir, de donner une autorisation ou de participer. Enfin, maintenant, dans votre cas, le fait d'en vouloir à quelqu'un, c'est vrai que ça peut aussi générer des chutes, voire des disparitions du désir. Hein. Mais vous êtes à nouveau ensemble ou pas? Parce que vous êtes à nouveau ensemble ou pas? Non, et c'est curieux parce qu'en fait on s'est engueulé très très fort en 2020 et puis on s'est retrouvés et on a eu une sorte de lune de miel incroyable avec un désir fou quoi. Moi j'avais 50 ans, bon lui il a 12 ans puisque moi j'avais 50 et 62, on a une espèce de flamme parce qu'en fait suite à son cancer il a été très très invalidé et moi je me suis occupée de sa rééducation. Il m'a toujours dit, vous feriez bander à mort. Bon, je crois pas, mais avec lui en tout cas oui. Et donc je l'ai remis en route sexuellement et donc j'étais très heureuse de ça. Et on a eu cette espèce d'été indien incroyable, et puis tout d'un coup, pof, plus rien. Il voulait plus me voir, plus rien du tout. Donc c'est vraiment très étrange. C'est très difficile à vivre. Parce que moi, j'ai toujours désiré cet homme. J'ai toujours été en manque par rapport à lui. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant très longtemps séparés. Donc on se retrouvait, mais pas toujours. Pas très souvent, pas assez à mon gré. Donc moi, j'ai un réel manque vis-à-vis de lui. Donc je crois pas avoir jamais eu de panne. Peut-être je me trompe. Mais moi, j'ai toujours été en désir par rapport à lui. Ça, c'est sûr. En même temps, vous me dites que vous avez 50 ans, vous avez peut-être aussi une sécheresse due à la ménopause. Hein. Il faut pas négliger. Il faut pas négliger ça non plus. Moi, ce que j'entends quand même, Amélie, c'est que c'est entre vous une histoire quand même très très belle et très forte qui mériterait d'être travaillée avec quelqu'un pour voir s'il n'y a pas moyen de relancer cette relation, parce que quand même vous quittez, vous vous retrouvez, vous quittez, vous vous retrouvez. Il y a ou alors faire un vrai. Non, mais j'aimerais bien, mais là, je crois que c'est terminé. C'est vraiment terminé. Il a dit non parce que, comme disait Monsieur Martin, c'est trop compliqué pour lui. Il n'arrive pas à gérer. Bon, c'est quelqu'un qui est marié, donc mais il avait qu'à y penser avant, je vous dirais, parce que notre histoire est une histoire à rebondissement multiple. Hein. Vous savez, l'amour, la pulsion, le désir, est-ce qu'on y pense avant? Ça nous tombe dessus. Hein. Oui, en fait, dans notre cas, on en a quand même énormément, on en a discuté, je veux dire. Oui, mais là, j'entends. Oui, non, mais là, je comprends mieux parce qu'en effet, à son âge, il est casé, bien. Oui, c'est ça. Il veut pas prendre le moindre risque de perdre son infirmière, si je puis dire, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe quand. Oui, enfin, l'infirmière, ça a été moi. Hein. Sa femme, elle a pas bougé le petit doigt. Hein. Je me suis occupée de lui sur beaucoup d'autres plans où elle ne le faisait pas. Oui, mais elle est quand même toujours là et ils vieillissent ensemble. Et ça, c'est quand même un. Oui. Mais alors vous ressentez. Oui, je sais bien, mais ça n'empêche rien. Vous ressentez des excitations, vous en sa présence, quand vous me disiez j'ai eu un problème de sécheresse. Je ne vois plus. Non, mais quand vous avez eu ces sécheresses, c'est maintenant ou avec d'autres? Oui. Non. De toute façon, il n'y a jamais eu que lui. Hein. Je n'ai pas du tout envie de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on s'est un peu séparés puis retrouvés, je ressentais toujours le sentiment de revenir à la maison quand on commençait un rapport sexuel. Je sentais vraiment physiquement, c'était ça, quoi. C'était mon truc à moi. Voilà. Mais alors, comment vous savez que vous avez des sécheresses vaginales? Vous masturbez peut-être? La dernière fois avec lui, mais c'était, vous voyez. Oui, mais si vous faites. Non, mais Amélie, vous êtes. Je n'ai plus envie. Non, mais vous êtes certainement en préménopause ou en ménopause. Vous faites pratiquement plus l'amour, donc c'est normal. Elle n'a plus envie. J'ai presque 60 ans. Oui, donc vous êtes ménopausée. Mais j'ai plus envie. Mais ça fait un moment. Oui, mais si vous faites plus rien. Il y a 4 ans. Non, mais Amélie, si vous faites plus rien, si vous masturbez plus, c'est normal que ça se dessèche. Enfin. Oui. Voyez? Oui, mais enfin, à l'époque où j'ai eu ce problème-là, je n'avais pas du tout de problème de cet ordre-là. Tout fonctionnait parfaitement. C'est pour ça que j'étais très surprise. Parce qu'on ne s'était pas vu depuis 2 mois et il n'y avait aucune raison que ça se produise. J'étais très excitée, lui aussi. Il n'y avait aucune raison. Vraiment. C'est arrivé comme ça. J'étais pas dans le refus de lui, pas du tout. Hein. Je en veux un peu de son attitude envers notre fils, mais ça n'a jamais rien empêché. Je me rappelle le premier soir où j'ai annoncé que j'attendais un enfant et il m'a dit qu'il voulait pas de moi. On a quand même couché ensemble. Je veux dire, c'est quelque chose de très fort entre nous. Donc, il y avait aucune raison particulière que ça se produise. C'est ça consciemment. qui m'a intriguée. Mais je me suis dit que c'était un signe.
Consciemment, et peut-être qu'inconsciemment, il y a quand même quelque chose qui a bougé. Et puis, en tout cas, moi, ce que je pourrais quand même vous conseiller, c'est de vous masturber un petit peu et de réactiver un tout petit peu le vagin. On ne sait jamais, vous pourriez rencontrer quelqu'un, parce que là, vous avez peut-être encore votre fils qui est près de vous, mais quand vous allez vous retrouver seul, peut-être que vous serez bien contente de retrouver un compagnon. Lui, je pense qu'en effet, c'est bien de tourner la page, parce que là, je pense que c'est une relation qui peut que vous faire du mal. Et c'est un très bon conseil, l'auto-érotisme d'entretien, parce que, bon, je prends un exemple masculin, toutes les 90 minutes, quand on dort, on rentre dans une phase de sommeil paradoxal où on rêve et on a des érections réflexes. C'est pas fait pour rien dans la nature. Ça, c'est fait pour rendre fonctionnel l'appareil sexuel masculin. C'est-à-dire que si on ne rend pas fonctionnel régulièrement un organe ou une fonction, eh ben, elle s'atrophie. Elle s'atrophie. Et si vous n'avez pas d'activité intellectuelle, mentale, érotique ou physique, vous allez petit à petit atrophier toute la zone génitale et devenir de plus en plus, j'allais dire, un peu inapte à la relation sexuelle. Un homme qui, après 50, 60 ans a des années d'interruption de sexualité est beaucoup plus long, voire impossible à relancer dans son érection que celui qui aura entretenu une forme de sexualité. Bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas Amélie de votre témoignage. C'est toujours important de comprendre que notre corps parle et lui ne ment jamais. On fait une petite pause pour se retrouver avec notre Love Conseil. On va parler de la distance intime. Alors Bruno Martin, on va parler de distance intime. Vous avez certainement observé les animaux et ça respecte sa zone de sécurité suivant les animaux. On voit par exemple en Afrique, on peut remarquer des zèbres, des antilopes, je ne sais quoi, qui sont en train de brouter. Il peut y avoir des lionnes, puisque c'est les lionnes et non pas les lions qui chassent, assez loin. Elles ne vont partir qu'à partir du moment où la zone de sécurité n'est plus là. Et moi qui ai eu beaucoup de chevaux, j'ai remarqué que dans une horde de chevaux, il y a des codes et souvent il n'y a jamais de conflit réel parce que chacun sait jusqu'à quelle distance il peut aller. Alors c'est un peu pareil pour nous, on a aussi notre zone de sécurité et c'est vrai que certains vont être plus ou moins aptes à supporter la proximité. Alors je pense notamment au transport en commun aux heures de pointe. Il y a des personnes qui souffrent vraiment, qui sont vraiment allergiques au fait d'être envahies dans leur zone, dans leur distance intime. Alors cette distance intime, elle nous est propre, mais elle est également culturelle. Et le principe de ce Love Conseil, c'est d'apprendre à comprendre votre besoin de tranquillité et de vous mettre le moins possible en zone rouge. Je pense notamment sur votre lieu de travail. Donc observez votre attitude, observez à quel moment vous êtes dérangé par quelqu'un qui s'approche de vous, voire qui vous touche. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont pas trop sensibles au fait d'être touchées, une main sur l'épaule, etc. Il y a des personnes pour qui c'est déjà une intrusion. Et puis ensuite, voyez avec vos proches, parce que c'est pareil, avec les proches, il y a des gens qui se prennent dans les bras et il y a d'autres qui se font à peine la bise. Tout ça, ça parle évidemment de vous. Alors normalement, l'amour permet d'entrer dans la zone intime de l'autre, mais parfois, il peut même dans les couples avoir des problèmes d'inhibition qui sont pas forcément un désamour, mais qui sont des problèmes de difficulté avec l'intimité. Absolument. Bon, j'ai des cas très récents de couples qui sont venus consulter après, je sais pas, il était dans la soixantaine, où le monsieur a une énorme problématique d'intimité, puisqu'il n'arrive même pas à rentrer dans la zone tendre. On parle même pas de sensualité, c'est-à-dire montrer de la tendresse, de la proximité sous cet angle-là, c'est déjà pas possible dans le toucher. Et puis, comme vous disiez, c'est culturel. Je crois qu'on avait fait un décompte sur les terrasses de café dans plusieurs pays où on regardait la proximité du toucher et on se touche 2 fois par heure à Londres pendant qu'on se touche 180 fois à Porto Rico. Oui.
C'est complètement culturel. Oui. Et aussi. d'ailleurs, a priori, les endroits où il fait chaud, on se touche plus que les endroits où il fait froid, il semblerait. Enfin. Et puis, évidemment, on a aussi remarqué dans différentes enquêtes que les hommes acceptent plus facilement qu'une femme les touche, même si c'est pas du tout sexuel, que le contraire. Exactement. Il y a des petites différences masculines, féminines. Bon, donc à chacun de trouver sa zone la intime bonne distance. Et sa zone de sécurité. Et puis dans le couple, c'est aussi quelque chose dont on peut parler. Il y a, par exemple, on sait qu'il y a des femmes quand elles font la cuisine qui supportent pas qu'on les touche, alors qu'elles n'ont aucun problème dans le salon. C'est tout ça, ça doit se dire aussi. C'est pas la peine de provoquer des choses désagréables. Mais le contact va au-delà du toucher aussi. Ça peut être visuel, ça peut être auditif, c'est dans les postures. On observe même dans la séduction tout un ballet de je m'approche, mais attention, il y a un signe qui me dit qu'il faut pas que j'aille au-delà. J'ouvre un petit peu plus le haut, qui communique plutôt des émotions et des sentiments. Là, c'est accepté puisque l'autre fait un petit peu pareil. À un moment donné, j'approche un petit peu plus avec le bas, le bassin, qui exprime inconsciemment beaucoup plus d'ouverture et de demande sexuelle. Attention, vous voyez l'autre qui fait un petit recul. Et il y a tout un dialogue comme ça dans les un langage corporel extraordinaire. Oui. Et qu'on voit plus ou moins consciemment d'ailleurs, oui. Mais parfois pas vraiment. Pas vraiment. Et là, il peut y avoir des fermetures qu'on ne comprendra pas. Exactement. Vanessa est avec nous maintenant. Bonjour Vanessa. Bonjour Brigitte. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Alors, moi je voulais en fait un petit peu du coup témoigner sur le concept effectivement de la distance qu'on peut mettre, mais bon, mais en associant un petit peu les deux sujets avec à la fois cette fameuse distance et les problèmes entre guillemets on va dire d'éjaculation précoce. Oui. Et du coup en fait de mon côté en début parce que en fait je dis ça parce que sur une autre vie les problèmes sont complètement différents. En fait, au début de ma vie de femme, en fait, j'avais très très souvent des soucis pour me laisser, montrer un langage corporel, comme disait Bruno, montrer qu'il y avait un intérêt, etc. Et les rapports étaient très souvent toujours douloureux. À terme. Bon, avec un psy, on a fait le lien avec des problèmes d'inceste et de viol de l'enfance, qui faisait que même en tant que femme, c'était très compliqué de laisser les portes ouvertes, on va dire. Et bizarrement, je suis finalement du coup mariée depuis plus de 20 ans avec quelqu'un qui lui est éjaculateur précoce. Alors c'est assez drôle parce que à la fois, il y a un manque, il y a forcément, comme tout le monde, un besoin, et de l'autre côté, il est pas dangereux. Voilà, c'est ça. Il n'est pas dangereux, mais et ça c'est pour la partie dans le quotidien. Bon, après, je vais un petit peu passer, j'ai essayé beaucoup de choses pour essayer d'améliorer avec le temps, la confiance qui se pose, les sentiments, comme vous disiez, ça rentre en ligne de compte. Et en gros, j'ai essayé d'ouvrir, on va dire, les portes. Sauf que entre-temps, la réponse ne venait pas. Alors, est-ce qu'effectivement, inconsciemment, ça a été un choix rassurant? Mais je ne sais pas. Mais oui, et puis il faut que lui ait envie de changer, parce que si lui au fond n'a pas envie de changer, vous avez beau faire toutes les démarches et toutes les pirouettes du Kama Sutra pour essayer de le changer, ça marchera pas. Bruno. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai réalisé qu'effectivement c'est pas son problème. Voilà, quand c'est fini pour lui, c'est parfait, l'affaire est faite, tout va très bien. Mais d'un autre côté, vous aviez signé sur ce contrat-là. Il a pris l'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lui avez dit, c'est bien de faire comme ça parce que ça m'arrange. Enfin, vous l'avez pas dit avec les mots, mais comme vous disiez, j'ai réalisé après que je pense qu'au début, j'y ai trouvé forcément quelque chose. Oui, bien sûr. Protection, un peu de sécurité. Voilà, exactement.
Et puis il y a quand même une chose qui est importante à dire pour tous ceux qui nous écoutent. Dans un couple, les débuts d'une sexualité, ça s'imprime. Il y a une sorte, ça s'imprime dans le disque dur, si je puis dire. Et c'est toujours plus compliqué de faire bouger quelque chose qui convenait bien aux deux au début, parce que quelque part, ça a cimenté aussi l'harmonie du couple. Oui, et on en fait une règle du jeu, hein. Bien sûr. On fait ça marche à peu près sur ce thème, sur cette façon de faire. On va continuer comme ça. Et puis même, à un moment donné, même si on a envie de faire autrement, comme vous, visiblement, oui. C'est ou pas bien compris, ou pas reçu, ou c'est pas synchro avec l'envie de l'autre, ou on n'ose même plus le dire, on n'ose même plus le communiquer, en disant mais comment ça va être pris si je commence à aborder ce thème-là avec mon conjoint, ma conjointe, tellement respectable, je peux pas lui dire ça. Et beaucoup de gens restent coincés. Ouais, alors, par contre, la différence, c'est que moi, il y a toujours eu cette dualité où j'ai essayé dès le départ d'obtenir un petit peu ce que je voulais, ce qui était assez simple, parce qu'effectivement, il ne me présentait pas un danger, et je me disais, bon, c'est pas un prédateur sexuel, ça c'était clairement établi, mais j'ai quand même essayé de l'amener vers ce que moi j'attendais. Ce qui ne s'est jamais produit, bien évidemment. Mais quand vous dites qu'il est éjaculateur précoce, ça dure combien de temps ça va le temps de rentrer, c'est fini. Bon, parce que ça c'est quand même important de le signaler. Quand on est réellement comme ça, c'est très compliqué d'améliorer. Quand ça dure 2 minutes, c'est assez facile d'augmenter. Même 1 minute par semaine, on arrive assez vite à un temps. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très réflexe. Oui. On va dire avec les années. Au tout début, ça pouvait être 1-2 minutes maximum, entre guillemets, et après, forcément, avec les années et l'âge, ça s'est dégradé. Oui, mais il a d'abord pas bien compris comment lui fonctionnait, comment il pouvait regagner du temps. En cherchant, il y arriverait, mais bon, maintenant, il est même pas convaincu que ce soit utile, étant donné que inconsciemment vous lui avez montré que c'était pas utile au départ, et que aujourd'hui, pour lui, c'est quelque chose d'établi. Et puis l'habitude est telle que c'est compliqué de changer les habitudes. Il est complètement conditionné. Maintenant, il faudrait qu'il ait envie de s'améliorer. Il a jamais, j'ai tout essayé. J'ai essayé mais je suis pas sûre que Vanessa, sincèrement, je suis même pas sûre que vous en ayez envie. Moi j'ai réglé mon problème. Moi je suis devenue libertine maintenant. D'accord. Bon. Donc j'ai tourné la page et bizarrement, il y a même pas de douleur. En fait, le fait de vouloir. Et en fait, c'est pour ça que je disais que les deux sujets, pour le coup, s'imbriquent ensemble. Les douleurs que j'avais au tout début de ma vie de femme, aujourd'hui, en ayant choisi une autre voie pour dire que si tu veux pas bouger, c'est pas grave, reste dans ton fauteuil et moi je vais m'occuper différemment. Mais moi, il n'y a aucune douleur. Oui, mais moi je pense que vous avez un très bon compagnon qui n'est absolument pas dangereux, que vous avez et parallèlement vous avez retrouvé une sexualité qui vous convient et vous êtes libéré, si je puis dire, de votre passif difficile. Non, mais finalement vous avez fait des compromis qui conviennent bien à votre propre histoire et c'est intéressant parce qu'on voit bien ce qui se joue dans la sexualité dans un couple, parce que là on voit bien ce qui s'est joué. Et puis vous avez été chercher ailleurs ce que vous ne pouviez pas obtenir dans le couple. Et pourquoi pas, moi c'est pas. Il y a des étapes et des contrats différents entre chaque couple. Si on veut durer à un moment donné, il faut redéfinir le contrat dans beaucoup de cas. J'ai des cas comme ça où, par exemple, les femmes éteignent totalement le désir, et je crois qu'il y a des gens qui peuvent renégocier des contrats en disant après tout, on va avoir une vie effectivement peut-être libertine, mais qui soit acceptée par l'autre ou d'autres formes de contrats. Oui, bien sûr. Merci Vanessa, encore une fois, un témoignage qui montre bien comme quoi la sexualité, elle décrit beaucoup de choses de la relation du couple.
On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Bruno Martin est avec nous. Vous êtes sexothérapeute, psychosomaticien et vous avez créé ce site éjaculation-précoce.net. On parle de la sexualité et c'est Johan qui est avec nous maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Par contre, c'est pas Johan, c'est Jolan. Si Jolan, pardon. Oui, j'ai vu un H à la place du L. Excusez-moi, Jolan. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est commun. Oh bah moi j'aime pas quand on me dit que je suis commune. Hein. Non, mais je plaisante. Donc vous êtes jeune, hein, vous avez 24 ans, vous êtes amoureux, à l'aise sexuellement, mais malgré tout, de temps en temps, vous avez des petits soucis. Même assez régulièrement. En fait, j'ai de la puissance. C'est parce que je suis médiqué, donc j'ai des médicaments à côté qui font que des fois j'ai de la puissance sexuelle. Donc concrètement, j'ai des érections qui s'interrompent de manière assez intempestive. Et ça, sans trop de contrôle direct de ma part. D'accord. On peut savoir quel genre de médicaments vous prenez ? De la fluoxétrine. Du Prozac, si vous voulez. Ah oui, c'est un antidépresseur. Oui. Qui ont souvent, en effet, des effets sur l'érection, qui peuvent... peut-être que déjà... Est-ce que vous en avez parlé déjà avec le médecin ou le psychiatre pour essayer de voir si vous pouvez réguler votre... Et est-ce qu'il n'a pas essayé de vous réguler un petit peu pour... Si, il a essayé. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui est dérangeant, mais je préfère largement avoir des problèmes d'érection que être en dépression. Bien sûr, non, mais ça, on est totalement d'accord. Mais on sait aussi que la dépression, elle a aussi un effet assez néfaste sur l'érection et sur le désir. Hein. Ah oui. Oui, de toute façon, avant que j'en ai, j'avais déjà des problèmes, moins que là quand même. Mais j'avais déjà quelques problèmes d'érection. Et là, avec les médicaments, ça s'empirait. Bon. Quand vous étiez très jeune, vous aviez pas de problème d'érection quand vous vous masturbiez ? Après, j'ai jamais eu de problème d'érection. D'accord. Non, mais ça, c'est quand même une piste qu'il faut toujours voir s'il n'y a pas une anomalie anatomique qui pourrait provoquer une. Donc là, si c'est le problème du médicament, moi, j'aurais presque envie de dire que les injections intracaverneuses pourraient. C'est trop. On ne va pas aller vers ça tout de suite. Il y a deux choses. Dans ce que vous dites, alors, il est probable que effectivement il y a une petite difficulté de maintenir le désir et l'excitation suffisamment haut, mais je pense que comme ça vous est déjà arrivé, vous passez par des micro-périodes d'anxiété, de peur de perdre l'érection, et puis à un moment donné, vous vous observez pour regarder ce qu'il en est. Vous débranchez donc l'alimentation de l'excitation sexuelle et le moteur s'arrête un petit peu. Ça, c'est déjà une première option. Et la deuxième option, il faut compenser un petit peu le frein de l'antidépresseur par un petit traitement éventuel de base, de fond, histoire de vous rassurer, de favorisante d'érection. À des petits grammages, comme le tadalafil 5 mg par exemple, ou 2,5 quotidien, ça peut relancer une relation et rétablir une forme de confiance. J'entends bien, mais c'est étonnant que le médecin n'ait pas proposé ça. Ça, alors là, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas sexologues, vous savez. Oui, mais enfin... franchement, ils sont loin d'être sexologues. Ça, je sais. Et ils soignent déjà la pathologie majeure et la mineure en général... on le met un peu de côté, hein. Mais ça, c'est vrai en gynéco, c'est vrai en tout. Hein. Oui, je sais bien, malheureusement. Donc, mais moi, dans votre cas, si vous vous lancez dans une relation, pourquoi pas avoir un petit soutien extérieur comme ça, mais essayez de réfléchir aussi à cette petite micro-angoisse qui vous arrive de temps en temps et à cette observation de vous qui vous dit est-ce que je suis toujours en érection ? Parce que ça, c'est vraiment les tueurs de l'érection. Hein. Ah oui, vous inquiétez pas pour ça. Moi, c'est vraiment plus mécanique. En fait, j'ai pas avoir de complexe là-dessus ou quoi. C'est plus, il y a un moment, ça marche plus, quoi. Je suis pas sûr. Mais alors le test, c'est de savoir si, par exemple, quand vous regardez du porno ou quelque chose qui vous excite fort, sans l'enjeu de la relation où il faut absolument avoir une érection puisque vous êtes avec votre partenaire, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez aussi parfois des pannes ? Non, après, quand je suis avec ma partenaire, il ne faut pas absolument avoir une érection.
Bien sûr, mais forcément il y a plus d'enjeux quand vous êtes avec votre partenaire que quand vous êtes seul. Vous voyez, quand vous êtes seul, imaginons que vous décidez de faire quelque chose qui va bien vous exciter. Est-ce que vous avez aussi des pannes? Vous voyez, c'est là, il faut essayer de voir si, quand il y a réellement aucun enjeu, c'est-à-dire que s'il y a une panne, il y a une panne, on s'en fout. Est-ce que là, à ce moment-là, il y en a pas justement? Ah tiens, d'ailleurs, ici, des fois j'en ai. C'est juste que sur le coup, je catégorise pas, vu que je m'en fiche un peu. J'arrête, quoi. D'accord. Mais vu que là, il y a une autre personne, je vais essayer de remédier à la chose ou je sais pas, faire autre chose ou arrêter, je sais pas. Mais ça, c'est déjà plus catégorisant vu qu'il y a quelqu'un d'autre. Bon, donc là, je crois que ce que vous propose Bruno Martin est tout à fait indiqué. Prenez une aide à l'érection. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de s'il n'y a pas de contre-indication avec votre antidépresseur, a priori non. Si vous ne prenez pas de médicaments, des dérivés nitrés à côté, mais ça c'est votre médecin qui le saura, vous pourrez avoir une petite prescription et ça se prend d'une manière quotidienne dans votre cas. Si vous prenez même 2,5 mg, il faut vraiment le truc de base machin, vous allez pouvoir favoriser, pas la créer, parce que pour la créer, il faut des excitations sexuelles et il faut être détendu. C'est pour ça que je vous posais des questions avant sur j'ai un petit peu peur que ça m'arrive. Mais il faut lui parler de ça, parce que il peut débloquer le frein en rajoutant un petit coup d'accélérateur. Voilà, donc allez voir votre médecin et évoquer ça. Et c'est curieux, encore une fois, je trouve que le médecin n'ait pas évoqué ça. Là, c'est en fait, vous voyez ça comme si j'avais vu qu'un seul médecin ou je sais pas quoi. En fait, non, mon médecin généraliste, c'est pas lui qui gère ma psychiatrie, c'est un psychiatre à part. Voilà, c'est plus compliqué en ce moment. Oui, mais un psychiatre, Jolane, votre psychiatre peut tout à fait prescrire également ça, Oui, bien sûr, mais c'est juste qu'en fait, j'ai été dans un centre pour jeunes, c'était compliqué, ils voulaient que je fasse un médecin traitant et tout ça, que j'ai fait, mais bon, j'ai un médecin traitant qui est assez à la vieille, ce genre de choses. Oui, d'accord, bon. Mais encore une fois, en tant que patient, on a le droit de demander à être traité aussi sur ces questions de sexualité, parce que je rappelle que c'est reconnu comme un concept de santé sexuelle, une bonne sexualité. Donc vous avez tout à fait le droit de demander aussi à ce qu'on règle ce problème de panne, parce qu'à votre âge, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Oui. Oui. Non, mais il faut vous détendre et ça va... C'est pas un problème mécanique pur et dur, c'est vraiment une petite combinaison de tout ce qu'on a dit, Et une fois que vous aurez additionné les petits succès, ça ira de mieux en mieux parce que vous allez aligner les choses dans les bonnes cases. Oui, vous allez reprendre confiance parce que quoi qu'on en dise... je sais pas trop ce que vous vous imaginez, mais pour le coup, j'ai vraiment confiance en moi. Oui, non, mais c'est bien, il faut conserver. Mais pour avoir une érection, souvent je compare ça à la voiture, on appuie sur l'accélérateur pour faire rentrer de l'excitation sexuelle un peu égoïstement. On enlève le frein qui est celui de j'ai peur de pas y arriver et on évite de descendre de la voiture pour voir si tout va bien parce que quand on descend, on n'appuie pas sur l'accélérateur et là on perd l'érection. Donc c'est pour ça que je vous posais ces petites questions avant. Mais ça on s'en rend pas compte facilement, mais c'est souvent ce qui se produit. Puis si on veut un petit coup de main supplémentaire, vous favorisez un petit peu l'arrivée des érections en mettant ce petit produit qui va pas tout faire, mais qui va favoriser l'arrivée. Et on a réellement avancé, parce que entre le Viagra et ce qui existe aujourd'hui, c'est quand même c'est le jour et la nuit. Oui, et il faut pas éviter de prendre ceux en une prise, c'est-à-dire une grosse prise d'un seul coup. Voilà, c'est pour ça que je parlais de 2,5 mg ou de 5 mg sur une molécule qui est devenue une molécule générique sans la marque. Absolument. Merci en tout cas, Jolane, merci de votre appel et puis suivez les conseils de Bruno Martin et tout ira bien. On va continuer évidemment dans la deuxième heure à évoquer tout ça. On sait de toute façon que l'érection, la panne d'érection, ça fait partie des symptômes fréquents quand il y a dans un couple des soucis. C'est aussi un symptôme peut-être même
plus marquant encore que l'éjaculation précoce. C'est vraiment, si on peut parler du manque de lubrification chez la femme, vous le disiez tout à l'heure, et de la panne d'érection chez l'homme. Tout à fait. Ça, c'est majeur. Je pense notamment aux pannes d'érection d'hommes, vous savez, qui ont envie de tromper leur femme, qui rencontrent une superbe créature, et puis au moment de passer à l'acte, il y a personne. C'est plus que courant. Oui, une telle culpabilité que ça provoque la panne d'érection. Mais complètement. Alors, culpabilité ou peur de pas être à la hauteur comme on veut. Mais moi, ce que je répète à ceux qui viennent, c'est arrivé, ça arrive, ou ça arrivera à un homme au moins une fois dans sa vie. C'est sûr. C'est vraiment au moins une fois. Mais c'est sûr, oui, mais pas le plus tard possible, tant qu'à faire. Le plus tard ou le moins, mais c'est pas obligé que ça dure jusqu'à la fin de ses jours non plus. Non. Et puis, alors, encore une fois, faut dédramatiser. Si ça arrive une fois ou deux, on s'en fout. En revanche, quand ça se répète avec la même partenaire, il est vraiment temps tout de suite d'agir, parce que plus ça s'installe, comme tout symptôme d'ailleurs, plus le symptôme s'installe, plus c'est compliqué de le lever. C'est vrai. Bon. Eh bien, on va continuer donc dans cette deuxième heure. Quel que soit votre symptôme, justement, on peut en parler avec Bruno Martin. Alors, j'ai trouvé ma petite devinette, elle est assez simple. Et comment on appelle une prostituée qui essaye de faire un régime, Bruno Martin? Je vous laisse le temps des infos pour nous trouver la réponse. Eh bien, on continue durant cette deuxième heure à analyser nos symptômes sexuels dans le couple avec Bruno Martin qui est avec nous, psychosomaticien, sexothérapeute et auteur de L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent. C'est aux éditions Albin Michel, un livre que nous avions écrit ensemble il y a déjà quelques années, n'est-ce pas, Bruno Martin? 2015. Vous êtes toujours... Oui, peut-être même avant d'ailleurs. Je ne sais pas, enfin qu'importe. De toute façon, on le trouve toujours sur la Fnac par exemple. Je vois que vous êtes très très soucieux parce que vous ne trouvez pas cette réponse. Comment on appelle une prostituée qui essaye de faire un régime? Ah oui, là c'est facile, pourtant la réponse. C'est une grosse pute. Oui, puisqu'elle n'a pas réussi à faire son régime. C'est une grosse pute. Oui, bon. Okay. Écoutez, Là, je n'aurais pas trouvé. Non, c'était pourtant simple. Vous reconnaissez, ce n'avait pas plus simple. On continue. Sophie est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Voilà. Alors moi, j'aurais voulu partager une expérience que j'ai eue il y a maintenant de nombreuses années, mais qui m'a beaucoup interrogée sur l'éjaculation précoce. Donc c'est une personne que je connaissais pour être le fils d'une voisine de mes parents, donc que je n'avais pas fréquenté plus que ça, mais on s'était vus et on s'est retrouvés par hasard une fois dans le jardin et les choses il m'a caressé, il m'a proposé de nous retrouver. Et il vous a butiné. Voilà, j'ai juste butiné, ça s'est arrêté là. Et ça avait l'air, ma foi, très intéressant. Et donc je me suis dit que pourquoi pas, j'accepterais son invitation. On s'est retrouvés quelques jours plus tard dans son appartement. Et donc j'ai été très surprise. Donc ça a duré quelques secondes. C'est vraiment le temps de la pénétration, compter 1, 2 et c'était fini. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que il ne donnait aucun signe de manque de confiance en soi extérieurement et surtout il ne m'a absolument rien dit. Il était très jeune ou pas? Il avait une 30aine d'années. Ah non, donc il n'était pas très jeune du tout. Non, il n'était pas très jeune du tout. Et bon, je ne me suis pas moi remise en question parce que j'ai toujours eu beaucoup de succès, donc j'ai succès si on peut dire ça, mais voilà. Parce qu'on peut s'interroger, on peut se dire c'est pas moi qui l'ai, je sais pas, assez branché, ou alors je l'ai trop branché peut-être, je sais pas. Mais ce qui m'a frappé, c'est justement qu'il n'en ait parlé ni avant ni après. Et il n'était pas question, bien sûr, qu'il s'excuse. Mais disons que moi, je me suis mise à sa place. Il aurait pu, ça aurait pas été. Enfin, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'avoir. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait lui en vouloir, mais il aurait pu s'excuser. Mais vous savez, Sophie, il y a quand même une chose qu'il faut dire, même si aujourd'hui on croit qu'on parle partout de sexualité, etc. Mais il y a encore très très peu d'informations sur la question de l'éjaculation précoce. On en parle très très peu. C'est pas un sujet. Il y a des hommes. Je suis sûre qu'il y a des
des hommes qui sont comme ça, qui se rendent pas compte que c'est pas comme ça qu'il faut faire l'amour, et c'est pour peu que leur partenaire ne leur dise rien, ils ont l'impression de bien faire. Vous êtes d'accord, Bruno Martin? Moi, je suis d'accord. Je vous dis, il y a le mythe, il y a les bons, il y a les mauvais, déjà qui courent. Ensuite, ma femme a pas l'air de s'en plaindre plus que ça. Moi je fais rien. Vous avez toutes ces idées reçues et pensez que effectivement on ne peut pas s'en sortir. Si, tout le monde peut s'en sortir, tout le monde peut apprendre à faire largement mieux. Oui, vous avez raison, c'est que chez certains hommes, comme on n'en parle pas beaucoup de la possibilité de s'améliorer, ils ont l'impression que c'est inéluctable, c'est comme ça. Ils sont comme ça, et peut-être que cet homme qui avait quand même déjà 30 ans, il pensait que de toute façon, c'était sa manière, il était programmé pour faire l'amour comme ça, de 2 secondes, 3 secondes, c'est ça. Parfois 5, dans les bons jours. Le vent dans le dos. Mais ça, c'était il y a 40 ans, donc... Oui, mais vous avez les mêmes aujourd'hui. Oui, mais franchement, vous avez les mêmes aujourd'hui. Non, tout est question d'excitation. Ce sont des hommes qui ont une super mauvaise gestion de l'excitation. Vous étiez une source d'excitation majeure. Il avait peut-être en plus un petit stress ou deux de performance là-dessus. Et puis, c'est un réflexe normal quand vous appuyez à fond sur l'accélérateur, vous mettez dans le mur, vous dérapez tout de suite. Et mais c'est pas de votre faute à vous. Enfin, j'allais dire, vous avez généré en lui des éléments qui l'ont surexcité. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Il aurait fallu en parler avec lui, savoir si c'était tout le temps comme ça, si c'est la première fois que ça lui arrivait, etc. Mais ce qui est vraiment important toujours à comprendre, c'est que l'éjaculation, c'est un réflexe qui arrive au summum de l'excitation. Et quand les hommes n'ont pas une capacité à doser leur excitation, ils éjaculent indépendamment de toute volonté et parfois très très vite. Mais tout à fait. C'est vraiment le problème du dérapage en voiture. C'est la même idée. J'appuie plus ou moins sur l'accélérateur pour ne pas déraper. Ils n'ont pas compris ce truc. Ils savent pas comment jouer avec ça. Et ils se trouvent mauvais. La preuve, lui, il n'a pas été très expressif ni avant parce que il voulait pas rater une bonne occasion, à mon avis. Et puis après, il devait pas être très fier de lui et il s'est pas étendu sur le sujet. Oui, c'est possible, mais disons que moi, je pense si j'avais été dans ses chaussures, comme on dit, je me serais senti mieux d'en discuter après, en disant ça m'arrive, ou alors comme vous dites, j'étais trop excitée. Non, mais là, vous êtes une femme, vous n'êtes pas dans la peau d'un homme. Vous avez raison. Oui. Mais alors justement, la question, du coup, ça vous a pas donné envie de recommencer? Non, mais alors pas parce que on avait eu cet incident, mais justement par le défaut de communication à ce sujet. Voilà. S'il m'en avait... Oui, mais Sophie, soyons honnêtes. S'il vous avait fait très très bien l'amour sans même communiquer, vous auriez peut-être eu envie de recommencer. Oui, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois avec mon conjoint actuel, oui, effectivement. Vous voyez, donc on voit bien que une relation sexuelle bâclée, parce que je crois qu'on peut dire ça, une relation sexuelle bâclée, si on n'en parle pas, ça donne pas envie de recommencer. Oui, c'est ça. Mais je crois que ça montre l'état d'esprit quand même de pas mal de gens. Puis ça montre aussi la grande différence, même si on affirme qu'il n'y en a pas, entre les hommes et les femmes. Vous avez mis l'accent sur il aurait dû communiquer, montrer un petit peu d'intérêt, etc., créer du lien. Et puis lui, il s'est dit oh là là, ma virilité n'a pas fonctionné, je ne suis plus un homme. En fait, on n'a absolument pas les critères d'évaluation identiques dans beaucoup de choses, y compris le rapport sexuel. Exactement ça, oui. Parce que lui, ce qu'il a pensé tout de suite performance. Vous avez pensé relation. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote personnelle, Sophie, qui va peut-être faire sourire beaucoup de femmes. Moi, j'ai remarqué que c'est rarement les mauvais amants qui nous posent la question si ça nous a plu. Oui, c'est vrai. Ils ont peut-être une idée sur la réponse. Non, mais je vois que ça fait rire certainement grand monde, mais c'est vrai. Je veux dire, donc quelque part, tout le monde, personne n'est dupe, mais c'est un sujet un peu tabou, on va dire.
Il y a le fameux « alors heureuse » que vous peinez à placer après. Bon, ça c'est très moyen aussi. Alors heureuse. Bon, on va en rester là, hein, Sophie, je crois. On se sera bien amusé sur le dos de ce pauvre garçon. Je salue mon conjoint qui a du mal à rester en dessous des 45 minutes. Voilà. Bah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Si ça vous convient, oui, évidemment, voilà. Parce que trop court, c'est pas bon, trop long, c'est pas bon non plus. Faut s'y retrouver à deux. Hein. Oui, absolument. Oui, mais bon, avec lui, on peut parler, donc je peux lui dire c'est plus court. C'est plus facile à gérer dans ce sens-là. Enfin, il y a de quoi faire une bonne moyenne entre les deux. Voilà, c'est ça. Merci Sophie, en tout cas, merci de votre témoignage. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Et on continue à évoquer les symptômes sexuels avec Bruno Martin qui est avec nous. Et on retrouve Emmanuel. Bonjour Emmanuel, merci de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va bien, ça va bien. Alors, on tient la distance pour l'instant. Il faut, par ce beau temps, ça va aller. Ouais, bien sûr que ça va toujours. Eh bien, je crois que vous êtes infirmier, hein, Emmanuel. Et dans votre pratique, vous avez été confronté donc à des gens qui ont des soucis. C'est ça ? Effectivement, on est en contact proche avec des gens qui malheureusement, au décours de leur maladie et puis de leur de santé, se retrouvent confrontés aussi à cette difficulté-là d'aborder la sexualité d'une autre manière, avec le handicap ou la maladie qui modifie le corps. Et ça, c'est vrai que dans un couple, ça peut être un vrai souci. Ah oui. Et ça, on devrait en parler beaucoup plus. Ça, c'est vrai. Ouais, après, c'est pas toujours facile d'aborder justement le problème de la sexualité avec un professionnel de santé, quoi. C'est lié à l'intime et puis ça demande beaucoup de finesse dans les mots, dans la façon dont on aborde les choses. Donc vous en parlez, vous abordez le sujet Souvent c'est les patients qui l'abordent, qui se posent des questions, comment on peut faire, comment on peut faire différemment l'amour et autres, et c'est quelque chose que moi j'aborde sans problème. Oui, donc ils vous en parlent parce qu'ils doivent sentir que vous êtes ouvert et que vous êtes prêt à écouter et à pas juger. C'est ça. Tout à fait, oui. On essaie justement de leur donner la possibilité de discuter, puis de dire, de poser des mots aussi sur leurs mots MAUX, quoi. Et donc souvent, j'imagine, ce sont des hommes qui ont peur de plus avoir d'érection, d'être moins aptes à satisfaire leur partenaire. Oui, il y a le trouble érectile, mais il y a aussi la modification pour les femmes qui ont subi une mastectomie, donc une ablation du sein post-cancer, tout ce qui est aussi l'hystérectomie et autres, comment on retrouve une sexualité après avoir eu une opération de ce type-là. Donc c'est vrai que on parle des choses, et puis moi je leur dis, ça redevient comme une première fois. Il faut réapprendre à apprivoiser son corps, le corps de l'autre, pour reprendre confiance et puis retrouver le plaisir d'avant. Alors, il y a de nombreux cas, c'est ça, entre les opérations, les ablations de la prostate chez l'homme, les problèmes effectivement gynécologiques chez les femmes, les ablations du sein, et on a beaucoup de cas différents, et voilà, c'est 2 émissions qu'il va falloir. Oui, et puis en plus chacun va réagir de manière individuelle. C'est en ça que c'est compliqué de donner des. Mais ce que je crois qu'il faut quand même signaler, c'est qu'aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine et notamment dans le domaine de la sexologie, il y a toujours des solutions. Oui, on en a de plus en plus. Donc c'est déjà ce qui. Après, il faut avoir envie et se donner les moyens de retrouver une sexualité qui convienne. Et c'est
pas toujours simple non plus, Emmanuel, hein, je crois, parce que ce genre de... Non, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Puis c'est pas facile non plus. Il faut trouver le bon professionnel avec qui s'ouvrir, avec qui aborder les sujets. Et puis aujourd'hui, on a la chance de autant du côté médical, chirurgical ou avec les toys, hein, les sex toys, on peut retrouver une sexualité différente sans pour autant priver l'autre partenaire d'une sexualité épanouie. Bien sûr. Oui. Mais c'est là que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la sensibilité des spécialistes, des chirurgiens, des gynécos, de tout ce que vous voulez, des uros, c'est là qu'ils doivent avoir une sensibilité à la sexualité peut-être plus marquée que ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les facs de médecine, parce que c'est tellement important que ne pas en parler, pas parler des conséquences ou de ce que ça va changer, de comment on peut s'en sortir, quels conseils on peut donner après pour remettre en place une autre sexualité. On s'arrête beaucoup trop à la phase chirurgicale dans beaucoup de cas. Mais vous savez très bien que pendant les études de médecine, on ne parle pas de sexualité de toute façon. C'est terrible. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de choses à dire sur la sexualité. Oui. On a beaucoup avancé sur les études sur la sexualité. Mais en même temps, je crois qu'il faut pas nier le côté psychologique. Et ça, je crois que vous allez être d'accord avec moi, Emmanuel. Quand on a traversé un cancer, il y a quand même l'élan vital qui peut être un petit peu bloqué. Et là, on est presque dans un besoin de retrouver le désir au sens large du terme. Et c'est peut-être ça qui est parfois le plus compliqué même que la sexualité. Il faut retrouver un sens à sa vie tout en n'oubliant pas son passé. Après, moi je dis c'est une renaissance. Une fois qu'on est dans une phase un peu de rémission, on renaît et puis on redécouvre les choses et on prend le temps de les découvrir et puis de les aborder avec calme, avec les gens qui sont capables justement de vous entendre et puis de vous conseiller ou de vous donner des petites astuces, des petits atouts pour justement repasser ces différents caps. Oui, mais ça doit passer par une phase d'acceptation de ce qui s'est passé, de ce qu'on a traversé, de ce que... il faut faire le deuil, quoi. Exactement. Il faut faire le deuil de sa vie passée sans l'oublier. Et ça, c'est parfois là que ça bloque. Et donc, il y a une sorte de déni de quelque chose qui n'existe plus ou de quelque chose qu'on ne veut pas accepter. Et là, dans le couple, ça devient parfois compliqué. Mais on voit que tout est cyclique. Ah oui. Tout est cyclique. Depuis le début, on cite des cas où finalement on voit que la phase amoureuse dure un temps, qu'elle doit se réadapter sur un nouveau modèle, que la phase sexuelle dure sur un certain modèle et qu'après on peut changer de perspective, de vue. Et on est sans cesse en train de se réadapter aux phases de la vie, aux phases de la santé, aux phases de l'usure. Et c'est pour ça que dans un couple, il faut parler et communiquer ça et réadapter ça, j'allais dire, sans cesse. Et c'est pour ça que quand il y a de l'intimité, c'est plus facile. Vous avez un exemple, Emmanuel, qui vous a touché ou qui vous a marqué à nous raconter ? Après, moi, je suis une jeune patiente qui a une sclérose en plaques et qui a eu beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Donc, on a régulièrement discuté. Elle disait, mais ça fonctionne pas. Mais ça fonctionne pas maintenant. Donc, on l'a réorienté aussi vers tout ce qui était la génétique, tout ce qui était aussi les médecines spécialisées pour la procréation médicalement assistée. Et en fin de compte, ça s'est fait tout seul à un moment donné parce qu'elle s'est débloquée elle s'est plus mis cette pression d'avoir un enfant et c'est venu à ce moment-là. Oui, comme souvent. Hein. C'est au moment où on accepte de peut-être pas y arriver. C'est le fait d'en discuter, d'avoir, comme dit, mis les mots sur le mot qu'elle avait,
qui en fin de compte lui ont permis de lâcher prise sur la chose et d'accepter que ça viendra quand ce sera le moment. Et voilà, il y a un historique de fausses couches nombreuses et autres, donc c'est vrai que c'était pas facile quoi de lui dire mais pas de stress, pas de pression, profitez, faites-vous plaisir, quand ça doit venir, ça viendra tout seul. Mais ça s'est fait comme ça et c'est une patiente que je continue à suivre pour ces autres pathologies, puis une future maman toute heureuse. Bah, tant mieux. C'est toujours c'est vrai, c'est toujours la difficulté quand on n'est pas, ça vient pas toute seule, on se pose toujours des questions, mais parfois c'est justement en lâchant un peu que les choses arrivent. C'est valable d'ailleurs pour beaucoup de choses dans la vie, pas uniquement pour être enceinte. Bah, merci Emmanuel en tout cas de ce témoignage. On va faire une petite pause et puis on va continuer évidemment à évoquer les symptômes sexuels dans le couple avec vous au 0826 300 300 et on se retrouve pour le Sexo Conseil. Ce sera l'anatomie du pénis. Figurez-vous qu'il y a 4 parties dans le pénis. On va les voir dans un instant. Alors, Bruno Martin, on va pas les voir, ces 4 parties, mais on va en parler. L'anatomie du pénis. Donc, ça peut être divisé en 4 parties. Le gland avec l'urètre, la petite fente où s'évacue le sperme et l'urine. C'est d'ailleurs le problème pour certaines femmes, que de savoir que c'est aussi par là que s'évacue l'urine. Mais bref, le frein et le prépuce, sauf en cas de circoncision évidemment. Le corps proprement dit, où se trouvent notamment les corps caverneux qui permettent l'érection, qui est une zone moins sensible. Et puis ensuite, la 4e partie, ce serait ce qu'on peut appeler la partie souterraine. Et c'est important donc parce que quand on étire un peu la verge, ça provoque d'autres sensations. Et puis il y a ensuite évidemment les testicules qui sont peut-être un peu trop souvent oubliés par les femmes, alors que ça joue un rôle essentiel dans la masculinité. Elles sont fragiles, mais très sensibles, on peut les chatouiller, les gratouiller, les embrasser, les serrer, enfin bref, je pourrais continuer. Et chaque homme a son propre mode d'emploi. Beaucoup de femmes ont tendance à croire qu'on fait la fellation de la même manière avec tous les hommes. Non, vous avez aussi vos spécificités. Et comprendre comment ça marche, c'est quand même important. C'est donc le sang qui rentre et gonfle les corps caverneux. Il y a un petit claquet qui se ferme ou qui s'ouvre et qui fait tomber ou maintenir l'érection. Voilà. Et puis on parle de plus en plus de ce fameux point H, qui est donc à l'intérieur de l'anus, bien qu'on puisse le stimuler en appuyant sur la zone considérée comme périnéale, et ça provoque également d'autres sensations qui peuvent même aller jusqu'à l'orgasme, et il y a des jouets d'ailleurs spéciaux pour stimuler le point H. Donc on voit bien toute la spécificité. Rappelons évidemment que c'est le gland et le frein qui sont les parties les plus sensibles. Oui, qui sont pourvus du maximum de récepteurs sensitifs. Terminaisons nerveuses, oui. Puis vous avez le petit corps spongieux sous les 2 corps caverneux, au plein milieu, en dessous. Oui. Qui est un corps érectile aussi. Bon, et c'est vrai que ça va s'aboucher très loin derrière, sur les 2 os iliaques. Ça vient se caler là-dessous. Mais c'est comme toute chose, c'est complexe. Moi, j'ai tendance quand même de temps en temps à conseiller de regarder une planche anatomique à la fois des organes génitaux mâles et femelles. Ça permet de mieux comprendre et parfois ça aide aussi par la visualisation d'être plus apte à être à l'aise dans tous ces rapports bucco-génitaux ou manuels. Oui, et puis comme vous disiez, il y a le mode excitatoire personnel. Chacun le sien. On a chacun nos façons de penser à notre imaginaire, ce que chacun veut voir, entendre, sentir, comment il a envie d'être touché, les rythmes, les pressions. On a chacun notre mode, et si on se le fait pas comprendre ou savoir, si on ne l'induit pas, l'autre n'est pas médium, et comme vous n'avez pas 2 femmes pareilles et 2 hommes pareils, des fois c'est un peu compliqué à faire concorder les 2. D'où l'importance de savoir communiquer et dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, évidemment. Pas que par la parole. Non, il y a des milliers de manières, les gestes, évidemment. Valérie, on vous retrouve, bonjour. Bonjour Brigitte.
Bonjour. 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 Bruno. Et Bruno, voilà, je cherchais, excusez-moi. J'ai bien compris, c'est pas grave. Bruno Martin qui est avec nous. Donc vous avez vécu 2 phases différentes, compliquées avec votre partenaire. Oui, à l'époque c'était mon mari, donc je l'ai connu très jeune, dans les 19-20 ans. Donc bien sûr que quand ils sont jeunes, ils ont plein de fougue. Donc bon, à l'époque j'étais jeune aussi, donc pour maîtriser l'éjaculation précoce, bon pour moi c'était, je dirais pas une fatalité, mais c'était comme ça, il fallait que je fasse avec, enfin voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Bon après avec l'âge, l'expérience, ça s'est un petit peu plus calmé, ça me dérangeait pas non plus, voilà, on était jeunes, tout ça. Et c'était quelque chose qui m'avait quand même un petit peu, je veux dire, interrogée. Mais à la suite, j'ai continué ma vie avec mon mari. Et puis ensuite, ce qui s'est passé avec l'âge, c'est pas l'âge, hein, avec l'âge, les années ensemble, c'est plutôt une sorte d'impuissance. Vous voyez, une sorte d'impuissance. De la part de mon compagnon. Ah oui. Voilà. Donc il avait des problèmes d'érection. Voilà, c'est ça. On va dire ça. Mais avec l'âge, je veux dire, avec les années d'expérience. Mais vous voulez dire avec l'âge du couple ou avec son âge? L'âge du couple, oui. Voilà, l'âge du couple. Donc, je suis passée par la phase éjaculatoire précoce. Voilà, pendant quelques années, parce qu'il était assez excité, donc pour lui c'était difficile de se gérer. Donc j'avais pas cette expérience de gérer mon mari à l'époque, j'étais jeune, pas beaucoup d'expérience sexuelle. Et ensuite, avec le temps, oui, j'ai gagné de l'expérience, donc j'arrivais à le gérer. Donc la femme a une importance dans ce domaine-là pour l'éjaculation précoce, puisque j'arrivais à gérer mon mari à l'époque, donc du coup les rapports duraient plus longtemps, on prenait beaucoup plus de plaisir. Et avec les années de couple, comme vous dites, c'est installé une sorte d'impuissance. Mais je dirais une impuissance mentale plutôt, vous voyez. C'était pas une impuissance, c'était pas pathologique, vous voyez. D'accord, donc c'était une panne de désir en fait. Pas de désir, mais après j'ai su bien après, vous voyez. Comme quoi on ne connaît pas suffisamment, même si ça fait 20 ans, 25 ans qu'on est avec la même personne, homme ou femme, mais il est attiré par les hommes. Donc il a rejoint plutôt la bisexualité. Mais ça je l'ai su par hasard, on va dire. Hein. Donc cette panne était plutôt mentale, vous voyez, c'était une problème d'érection, c'était plutôt mental. Oui, il a changé ses sources de désir sexuel, qui n'étaient plus hétérosexuelles et plus focalisées sur vous. Et sa fantasmatique et tout ce qui pouvait l'exciter était parti sur d'autres sources, où il devait avoir des réflexes d'érection certainement plus simples et plus naturels. Oui. Voilà. Et donc ça m'a posé problème par contre, vous voyez. Vous êtes senti rejeté, blessé un peu? Frustré, parce que je veux dire, bon maintenant j'en ai 50, hein, mais avec l'âge, l'expérience, j'avais vraiment beaucoup plus envie. Parfois on dit que c'est le contraire. Alors moi j'ai 50 ans, je suis en pleine forme. Je veux dire la ménopause, si je n'ai pas de signe. Oui, mais vous savez Valérie, on dit que la sexualité d'une femme, c'est autour de 35-40 ans qu'elle est la plus épanouie. Donc vous êtes. Mais voilà. Donc tout va bien. Hein, c'est plutôt. Oui, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon signe. Et si en effet, à 40 ans, lui n'avait plus trop de désir et vous n'aviez plus trop de rapports, c'est normal que vous soyez senti frustré. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas pu communiquer encore une fois et vous expliquer la raison. Parce que la communication, oui, parce que du coup, vous êtes peut-être senti moins désirable. Vous avez peut-être moins désirable, mais surtout laisser. Comment on veut dire.
Voilà, mon côté féminin était mis de côté, en fait. Oui, vous sentiez moins femme, oui. Voilà, moins femme, moins désirée. Après, c'est pas qu'il ne voulait pas de rapport, c'est quand on en faisait, c'était pas top, quoi. Et donc, oui, il se débarrassait un peu du rapport, puisque son attirance allait maintenant vers des hommes, donc il était beaucoup plus excité à l'idée de faire l'amour avec un homme qu'avec vous. Oui, alors j'ai été quand même assez ouverte. J'étais une femme quand même très compréhensive. J'ai discuté avec lui. Je l'ai quand même un peu provoqué pour savoir ce qui se passait. Bon, souvent on dit que c'est les femmes qui disent qu'elles ont mal à la tête. Non, mais lui, il était fatigué. Donc, ouais. Donc mais vous savez, Valérie, c'est toujours compliqué parce que là, c'est pas une rivale que vous avez, c'est un rival. Oui. C'est un rival. Et oui. Lutter contre quelqu'un dont on n'a pas les mêmes caractéristiques. Pas armes égales, hein. On n'est pas à armes égales. Et c'est toujours très compliqué pour une femme d'avoir un homme qui tout d'un coup se détache un peu d'elle parce qu'il est attiré vers des hommes. Oui, c'est vrai. Et puis moi, je lui ai posé la question, où est ma place dans cette histoire-là? Parce que j'étais perdue. Donc du coup, je me suis un peu plus révoltée. Et là, le désir... mon désir était de rencontrer d'autres hommes avec lui, donc j'ai connu le libertinage. C'est ça qui m'a mis dans le libertinage. Je n'ai pas échangé, j'étais avec lui. Et là, j'ai découvert une autre sexualité. Je me suis découvert des parties de mon corps je suis femme fontaine, je le savais quand j'étais avec lui, donc je l'ai su après. Vous voyez, donc il y a des choses qui ont été révélées. Donc il n'y a pas toujours du mauvais dans ces endroits-là, il n'y a pas toujours du bon, mais en tout cas, ça m'a révélé ma féminité sur ce point-là. Et après, j'ai découvert qu'il était bisexuel. Donc, du coup, pour moi, ça a été un choc. Mais, encore une fois, le fait que j'ai fréquenté ces endroits-là, ça m'a mis une certaine tolérance. Mais ça n'a rien changé. Voilà. Oui, de toute façon, il était parti vers une autre attirance. Mais ce qui est important, et je tiens à le souligner, c'est que vous avez pas baissé les bras, vous avez essayé de trouver, de comprendre. Oui, on a fait une thérapie. Thérapie de couple, on a essayé de comprendre. Et c'est vrai que ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il n'y a pas qu'une sexualité. Non, et là, on voit bien, c'est intéressant votre témoignage, parce qu'on voit bien, d'abord, une sexualité un peu trop rapide, ensuite une sexualité qui commence à aller bien, ensuite des problèmes un peu d'impuissance, ensuite carrément une découverte. Bon, on voit bien comment encore un cycle. Beaucoup de changements, et comment vous vous êtes adapté, parce que c'est ça aussi. Dans votre témoignage, on sent bien que vous vous êtes adapté, et ça c'est important à signaler quand même. C'est quand même l'essentiel. Mais alors, par contre, parfois, on a des adaptations possibles, et puis, à un moment donné, on peut être au bout du chemin, où l'un ou l'autre ne peut plus s'adapter à l'attente de l'autre. C'est la fin du chemin. Oui. D'ailleurs, je lui dis, j'ai tout fait. J'ai tout essayé, donc là, je peux plus. Voilà, j'ai dit, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Pour moi, il voulait pas mettre du sien, voilà. C'était j'ai tout fait, j'ai tout essayé, parce qu'après moi prendre du plaisir, ça me donne du plaisir, mais lui ça le dérangeait aussi. Donc c'était bizarre, c'était un peu égoïste sa manière de réagir, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup lui il pouvait prendre du plaisir à sa manière, mais moi je devais rester quelque part avec ma frustration. Mais donc, non, c'est pas. J'ai pas pu avancer plus que ça. Par contre, je n'ai rien à me reprocher parce que j'ai tout fait, comme dit Bruno. Mais je ne suis pas la seule à avoir ce parcours-là. Beaucoup de femmes ont ce parcours-là, mais n'ont pas fait cette analyse, avec leur compagnon. Et je pense que je suis pas la seule à vivre d'avoir vécu ce genre d'expérience. Beaucoup d'hommes, ne communiquent pas sur ce fait-là. Alors, si vous voulez, quand même, ce qu'il faut bien comprendre, dans votre cas, je pense qu'il était en train de quand même virer homosexuel, même s'il a continué un tout petit peu à faire l'amour avec vous, mais vu ses pannes. Alors
alors qu'il y a des hommes qui ont des relations, qui sont mariés, qui ont des relations sexuelles avec leurs femmes, avec lesquelles ils ont une sexualité qui continue, et ils vont de temps en temps vivre une relation homosexuelle avec un homme. Voilà, et là, on peut parler en effet de bisexualité, encore que la majorité de leurs rapports sont peut-être plutôt avec leurs femmes. Tandis que là, dans ce que vous dites, il y a un changement d'orientation sexuelle chez cet homme. C'est-à-dire qu'il commence avec vous une relation tout à fait hétéro, et petit à petit, son orientation sexuelle va vers les hommes. Et là, vous pouvez pas lutter, parce qu'on parle bien d'orientation. Qu'est-ce que vous pouvez faire à part vous faire implanter un pénis et encore. Non, mais je suis même pas certaine, parce que vous voyez. Non, mais je plaisante, bien sûr. Ouais, ce qui est étrange, c'est qu'on s'est séparés à ma demande, et là, il s'est remis avec une femme. Alors ça, c'est peut-être la couverture sociale, hein. Je pense que il refoule ses désirs, en fait. C'est ça, en fait. C'est fort probable, oui, parce que là, il y a peut-être un besoin de montrer qu'il est quand même hétéro. Oui, d'assumer pas, voilà. C'est possible aussi, hein. Enfin bon, ça c'est lui qui pourrait témoigner, là. Je ne fais qu'interpréter. Oui, non. Non, mais pour moi, après avoir vécu tant d'années, mon analyse a été, il n'accepte pas, et puis je peux peut-être comprendre. Hein, puis il y a peut-être aussi une pure usure perceptive, c'est-à-dire que les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes comportements n'entraînent moins de désir et d'excitation, tout simplement. On n'a plus codé l'autre dans le monde érotique. On l'a vu dans son rôle social, dans son rôle sentimental, dans son rôle de maman. On a désérotisé l'autre, qui ne nous fait plus grand-chose. Oui, mais j'ai quand même agi dans le fait où je me suis ouverte dans le monde, comme j'expliquais, du libertinage. C'est vrai que ça l'a poussé dans une excitation, et il comprenait même ce qui lui arrivait, parce qu'il avait des érections dans la nuit, et il se demandait pourquoi. Ça l'a un peu choqué, mais j'ai quand même vu que ça lui plaisait, vous voyez. Il était dans les deux. Oui, mais vous voyez, ce que vous venez de dire me met aussi un peu la puce à l'oreille, c'est que ça l'a un petit peu choqué. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous étiez devenue peut-être trop puissante pour lui. Et au fond, il a peut-être trouvé une femme qu'il peut un peu plus dominer. Contrôler, si vous préférez. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que ça aussi, les enjeux du couple sont là aussi. Oui. Mais j'avais besoin aussi de me choquer, parce que je pensais que c'était ma féminité, donc j'ai changé tout. Ah non, mais moi je vous donne le passeport de la femme libérée sexuellement, il n'y a aucun problème, hein. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, il n'y a rien à dire, hein. Mais on voit bien au début un peu éjaculateur précoce. On n'est pas face à un homme qui affirme totalement sa virilité. Donc si vous êtes devenue une femme très puissante, il est possible aussi que ça ait posé des problèmes dans le couple. Oui, après sur la fin, il me gérait plus, parce que j'ai découvert vraiment ma féminité, et que là, je n'avais plus envie d'être contrôlée. Et puis voilà. Et comme vous dites, il ne vous gérait plus, il a été en gérer une autre. Voilà, tout à fait. On est d'accord, on est bien d'accord. Merci beaucoup ce témoignage, en tout cas, et de la richesse de cette évolution de votre sexualité. Merci Valérie. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant. Bruno Martin est avec nous, psychosomaticien, sexothérapeute et auteur de L'amour et vous aux éditions Albin Michel. On va conclure avec Martin qui nous rejoint. Bonjour Martin. Bonjour Bruno, bonjour Brigitte, vous allez bien ? Oui. Très bien, merci. Alors, on vous écoute Martin, allez-y. Alors moi, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour du coup plus la problématique des éjaculateurs précoces. Si j'aurais dit au tout début de ma sexualité, on va dire qu'il y avait aucun problème. Enfin, comme toute sexualité qui débute, on découvre évidemment. Mais par contre, c'est au niveau de ma première relation de couple, parce que du coup mes premiers rapports étaient sont pas des relations aventures, finalement. Oui. Ouais, c'est ça exactement. Et donc avec ma première relation sérieuse, là il y a eu un blocage au moment de passer à la pénétration, parce que pour tout ce qui était préliminaire, sexe oraux ou quoi, il y avait aucun problème finalement. Par contre, même si ça durait longtemps, dès qu'on passait à la pénétration, c'était moins d'une minute très clairement, et ça m'était jamais arrivé avant. Donc c'était assez désarmant finalement.
Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai un peu appris à comprendre comment ça marchait, ouais. Et j'ai mis en place quelque chose qui je pourrais qualifier de blocage, je ne sais pas comment expliquer, mais où finalement je viens tout de même rapidement au départ, et où en bloquant, j'arrive à maintenir l'érection on continue après, voire des fois ça devient problématique parce que même 10 minutes après le rapport, je continue de l'avoir sans réussir à ce qu'elle parte, malgré le fait que j'ai éjaculé 2 ou 3 fois pendant le rapport, ça ne part pas, et du coup j'ai un problème inverse à la fin où je me retrouve un peu bloqué avec une érection qui part pas malgré la fin du rapport finalement. Et comment vous avez trouvé ça ? C'était à force de me focus dessus, en fait, de me concentrer au fur et à mesure des rapports en gérant, en calmant le rythme, des fois en contractant ou quoi. Et en fait, j'ai réussi au fur et à mesure à avoir ce système qui fonctionne, mais qui est embêtant parce que là, du coup, c'était ma première relation et après j'en ai eu d'autres et je suis resté bloqué dans ce schéma de cette relation qui est donc pas uniquement, qui est commencé avec la relation, mais qui du coup a continué avec les rapports que j'ai eu après, aventure ou sérieux sur le long terme, quoi. Oui, mais ça fait penser au multi-orgasme masculin. C'est-à-dire, on arrive à un certain palier d'excitation qui est pratiquement à la phase d'éjaculation, et là, sur une forme de contraction, d'une bonne connaissance de soi au niveau du pubococcygien, on peut bloquer le processus juste avant, ce qui fait que vous allez ressentir une sensation d'orgasme sans que l'éjaculation se produise vraiment d'une manière ultra partielle. Et là, ça vous permet une conservation de l'érection qui vous permet un deuxième rapport sexuel. Et puis, vous pouvez répéter la chose un certain nombre de fois. Maintenant, c'est quand même pas, donné à tout le monde. C'est bien que vous l'ayez trouvé tout seul. Et je vois pas en quoi ça peut être un problème, d'ailleurs. En fait, généralement, c'est parce que du coup, moi, il y a vraiment éjaculation pour le coup. Complète. Au bout de moins, complète. Je remplis. D'accord, mais vous avez une. Je suis obligé de le retirer et d'en remettre un. Ah ouais. J'ai vraiment. Oui, donc vous avez une capacité à retrouver immédiatement l'érection, ne pas la perdre. Même ne pas la perdre. Ça, en fait, je la perds pas en fait, et sauf que des fois je reste bloqué entre guillemets, si bien que ça peut devenir. Et après vous avez douloureux ou. Oui, mais ce qui est assez normal, s'il y a éjaculation, ensuite c'est plus compliqué d'avoir une deuxième éjaculation. Ça peut laisser le pénis en érection longtemps. Mais à ce moment-là, ça correspond pas à ce que j'ai dit. Non, on est bien d'accord. C'est ce qui me semblait avoir compris d'ailleurs dans ce que nous dit Martin. Si vous restez en érection après l'éjaculation complète, il y a une autre question qui se pose. Là, on n'est pas sur le multi-orgasme. C'est autre chose. Alors pourquoi vous restez en érection ? Normalement, il y a une période réfractaire où de toute façon. Mais il y a des hommes qui ont une période réfractaire qui n'existe pratiquement pas. Mais ça, c'est avec l'âge, ça va se décanter. Ça va se décanter. Sauf que ce que je crois comprendre, Martin, c'est que pour l'instant, vous n'avez toujours pas réglé votre problème d'éjaculation précoce, mais vous avez réussi à tout de suite avoir votre érection. Et je pense qu'il y a quand même, au moment où vous enlevez le préservatif et que vous en remettez, il y a peut-être quand même une toute petite diminution de l'érection si vous êtes... Alors du coup, au début, effectivement, c'était plus, on va dire, du 70%, puis ça a monté petit à petit, si bien qu'aujourd'hui, j'arrive même pas à trop voir la différence, et mes partenaires non plus. Parce que justement, à chaque fois, je préviens ma partenaire en fait que ça va arriver. En mode, t'inquiète pas, on gère, etc. En fait, des fois, elles se rendent même pas compte. Oui, j'entends bien. Si c'est des mais on voit bien.
c'est sans préservatif et du coup là il y a même pas ce laps Oui, de oui, temps. mais on voit bien qu'il y a quand même eu encore une fois une adaptation, hein, c'est-à-dire que vous avez réussi à retrouver de plus en plus vite votre érection après l'éjaculation. Donc moi j'ai quand même tendance à considérer que pour l'instant vous n'avez pas réglé votre problème d'éjaculation précoce. Ah oui, non, clairement c'est toujours là. Et donc c'est par là qu'il faut, c'est là où il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à sentir le moment pré-éjaculatoire, parce que le moment éjaculatoire c'est fini, c'est un réflexe, donc on peut rien y faire. Donc il faut arriver à sentir le moment où ça risque bientôt d'arriver, et c'est ce moment-là qu'il faut sur ce moment-là qu'il va falloir travailler. Et tous les moments d'avant. Et paradoxalement, c'est plus quand c'est moi qui vais, on va dire, prendre les rênes, dans le sens où je vais diriger le rythme et les positions, ce qu'on veut. Le fait de me concentrer sur ça m'empêche un petit peu de me concentrer sur ma routine, et du coup, je vais soit venir plus vite, soit avoir une érection un tout petit peu moins forte derrière. Alors que si jamais le début du rapport, c'est plus l'autre qui mène jusqu'à ce que j'ai cette fameuse première éjaculation. Et après, une fois que c'est passé, en fait, le premier pas, c'est bon. Mais le temps d'arriver à ce truc-là, ouais, c'est vrai que si jamais je dois en plus me concentrer et sur l'acte en lui-même et sur moi-même et mon corps. Ouais, c'est vrai que les deux en même temps, j'arrive pas du tout, et ça, c'est assez compliqué. Vous avez quel âge ? 24 ans. Ouais, alors c'est ça, il faut faire attention parce que c'est des âges où effectivement on est ultra excitable et donc on retrouve des érections sans trop de périodes réfractaires, mais avec le temps l'excitabilité diminue et les périodes réfractaires augmentent, et si vous n'avez pas appris à gérer l'excitation, donc à ne pas éjaculer tout de suite, vous allez avoir des petits blancs par la suite. Non, mais je pense que dans votre cas, Martin, c'est un travail déjà durant la masturbation. Il faut noter de 1 à 10 votre 1 c'est un tout début d'érection, 10 c'est l'éjaculation, et il faut arriver à pouvoir naviguer entre 5 et 7. Hein, vous voyez, et dès que vous arrivez à 7, de toute façon, vous pouvez plus contrôler. Et une fois que vous aurez repéré ce point de non-retour, comme on l'appelle, vous pourrez le repérer dans la relation sexuelle avec une. Alors, si vous avez une partenaire régulière, vous pouvez vous amuser à ça. Mais généralement, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, Bruno Martin, mais c'est plutôt seul qu'on arrive mieux à. Oui, il y a toute une partie de repérage qui se fait mieux tout seul. Après, il faut bien le mettre en place progressivement avec quelqu'un. C'est mieux quand le quelqu'un est tout le temps là, parce que oui, bien sûr. Mais c'est juste une question de gestion d'excitation, votre histoire. Mais il vaudrait mieux que vous y passiez, parce que le jour où votre excitation reviendra pas en masse immédiatement, vous allez vous retrouver avec cette fameuse phase où vous allez être bredouille un certain temps. La question que je lui posais, c'est vrai que pour le coup, les 3 dernières années, je ne me suis pas associé du tout. Non, parce que vous aviez récemment, je me pose un peu plus la question. Mais vous avez raison, parce que vous avez trouvé un truc qui marchera pas toute votre vie. Donc autant dès à présent déshabituer votre corps à réagir comme ça, parce que plus vous restez dans un truc qui marche, plus c'est compliqué d'en changer. Donc au travail, et rassurez-vous, dans votre cas, je pense que vous allez y arriver, parce que il y a quand même une compréhension de comment vous fonctionnez. Donc mais au travail, au travail. Merci Martin, merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Martin. Tout de suite vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Demain on sera avec Christian Jamin et on parlera de l'humeur des femmes qui peut-être change un peu en fonction de leur cycle, il paraît. On verra ça demain. Intéressant.